intime, c'est un rapport. Voilà. Donc bonjour, oui, donc en espérant que personne n'a de problème avec le fait qu'on enregistre. A priori, après, on pourra mettre les présentations ainsi sur le site ORAP. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, l'objectif, c'est de faire un point sur le projet Exascale France, sur l'aspect application. Pour ceux qui étaient dans la boucle, c'est ce qu'on a appelé le rapport SP3, mais ce n'est pas très parlant, il faut être un peu dedans pour avoir ce titre. Et donc, ce forum est sur ce rapport. Donc, on aura le point par différents intervenants. On va être assez nombreux. Ce qu'on a fait pour les questions, on va utiliser un Google Doc, un document Google. François vient de remettre le lien. Donc, normalement, vous y avez tous accès. Ça permet d'avoir un suivi, de répondre même après le temps de discussion, hein, comme le temps est assez court. On pourra peut-être prendre quelques interventions orales, mais ça, c'est pas évident. Ça va dépendre un peu comment on fait avec notre planning. Donc, dans ces cas-là, vous utiliserez le lever de main. Mais vraiment, utiliser ce Google Document, c'est vraiment un moyen d'échanger et même de continuer au-delà de la présentation. Bon, je vais laisser les chairs, les modérateurs de la première session, donc François Baudin et Alain Refloc. Je vous donne la main pour piloter cette première session. Oui, je t'entends. Merci, Suzy. Vas-y. Donc, le premier interlocuteur, c'est Laurent Crouzet du Messery, donc, qui va nous présenter le projet Exascale. Merci Alain. Je partage l'écran. Voilà, merci de me confirmer. Hop là, partager. Voilà, merci de me confirmer que vous voyez bien quelque chose. Ouais, c'est bon. Très bien, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à parler et à vous dire quelques mots donc du projet en introduction de cette session. En fait, cette première intervention va vraiment se concentrer sur une présentation très macro d'EuroHPC et ensuite les présentations d'après pourront revenir sur le projet Exascale France lui-même avec la particularité et le sujet des applications. Voilà. Donc, je refais un tout petit peu d'histoire finalement pour vous dire que dès 2016, ça commence. 2016, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et en même temps, il y a énormément de choses qui ont changé depuis. Mais en 2016, il y avait donc une stratégie européenne qui s'appelait la European Cloud Initiative, avec déjà 3 grands axes qui étaient bien indiqués. Quelque chose qui, comme une data, une infrastructure de données pour stocker et donc manager, je ne sais pas comment on dit, comment est-ce qu'on manage des données, je ne sais pas bien si on leur fait passer un entretien annuel ou pas, mais c'est en tout cas quelque chose qui ressemble aujourd'hui à ce qu'est EOSC, European Open Science Cloud. Le réseau qui est toujours au cœur de beaucoup de préoccupations parce que le réseau, sans réseau, on ne peut pas faire circuler les données, on ne peut pas les échanger, voilà, donc c'est quelque chose qui est important. Et puis EuroHPC via quelque chose qui était indiqué comme étant une infrastructure de high performance computers toujours plus performante. Voilà. Donc ça a donné lieu à EuroHPC puisque les négociations EuroHPC ont commencé en 2017 et se sont achevées en 2018. Et à ça se rajoute quelque chose qui est très important sur je dirais, 2 dernières années, le sujet de la souveraineté numérique européenne est arrivé.
Et ça, c'est quelque chose qui a quand même bousculé beaucoup de stratégies en Europe et en France également. On le voit en France, il y a énormément de sujets sur la souveraineté numérique. Et en Europe, c'est devenu un des principaux objectifs de la Commission, avec énormément de législation autour de ça, et aussi beaucoup d'argent. Donc, j'y reviens là. Donc, EuroHPC, il y a eu 2 règlements, donc le premier en 2018, le deuxième a été signé en 2021. C'est donc pour le coup juste l'année dernière, hein. Quasiment, ça fait moins d'un an que ce nouveau règlement EuroHPC est en route. Je vous conseille de suivre, d'aller voir le site EuroHPC, l'officiel, hein, parce qu'il y en a eu des pas officiels. Le site officiel qui est indiqué sur le transparent. Et puis, évidemment, pour ceux qui aiment Twitter, vous pouvez également suivre EuroHPC sur Twitter. Il y a une actualité assez dense, spécialement en ce moment. Et je vous parlais d'argent, donc pour vous dire que EuroHPC, pourquoi un nouveau règlement en 2021 alors qu'il y en avait déjà eu un de signé en 2018? C'est juste une histoire de budget. Le premier règlement faisait état de budget qui était issu de Horizon 2020, H2020. Le deuxième règlement, celui de 2021, fait état de budgets qui sont issus d'Horizon Europe, le premier programme. L'autre programme, c'est Digital Europe. Et puis, il y a un autre fonds qui s'appelle Connecting Europe Facilities, le numéro 2. Et donc, on voit qu'il y a quand même 900 millions d'euros pour un programme Research et Innovation issu de Horizon Europe. Il y a quasiment 2 milliards d'euros pour acheter des machines, c'est le programme Infra, issu de Digital Europe, et 200 millions d'euros pour ce qu'on appelle donc de l'hyperconnectivité. C'est du réseau, mais pas que, et on va voir en 2022 ce qu'on est capable de lancer. Voilà. Donc c'est un programme ambitieux, et les premières réussites, elles vont se voir relativement rapidement. Sur le programme RI, on n'est pas là pour parler. Enfin, je voulais le projet Exascale, c'est évidemment des machines, mais pas que. Et le programme RI est là aussi pour soutenir cela. La France est très présente dans les projets déjà sélectionnés en 2019-2021, avec un projet donc de Competence Center, avec un appel qui s'appelait Extreme Scale Technologies and Applications, un progrès de Master HPC également qui a vu le jour, avec des partenaires français évidemment, le lancement d'un European Processor Initiative phase 2, un European Exascale Pilot et un Quantum Pilot. Là également, la France était très très présente, et notamment avec Gency qui est aux manettes côté français. Et en 2022, sur le nouveau programme, donc sur le nouveau programme et les nouveaux fonds, il y a les centres d'excellence. Les nouvelles sont tombées la semaine dernière. J'en parlerai pas là, mais c'est en tout cas une suite, et ça ne va pas s'arrêter là. Il y aura une phase 2 des centres de compétences, et puis tout un sujet un petit peu plus techno avec quelque chose qui s'appelle Open Hardware et Open Software Stack. Voilà, donc ça c'est le programme RI. Si on en vient aux infras, vous avez dû probablement, on en avait même probablement parlé ici à ORAP, parler de ces annonces, donc de supercalculateurs dits pré-exascale qui ont été cofinancés par EuroHPC. Donc je vous rappelle le mode de fonctionnement d'EuroHPC, c'est 50% amené par EuroHPC sur le budget que je vous montrais dans les transparents d'avant, hein, et les 50% restants doivent être amenés par des États participants d'EuroHPC. Donc, 3 projets de machines avec un premier supercalculateur pré-exascale qui a été inauguré
La semaine dernière, il y a exactement une semaine, c'est l'UMI en Finlande avec un consortium, les pays nordiques, mais pas que, avec une puissance donc de 375 pétaflops. Ça commence à faire pas mal. L'UMI est numéro 3 au top 500 de juin. Donc c'est quand même pour le coup un succès puisque beaucoup de gens n'imaginaient pas que EuroHPC arriverait à placer des machines dans le top 5 c'était un des objectifs. Et l'UMI est numéro 3 alors que seule la moitié des cabinets étaient en service à ce moment-là. Et puis, il y a une autre machine, Leonardo, qui, elle, sera en Italie, 250 pétaflops, en cours d'installation, quelques retards à cause des problèmes de retard pris, notamment sur le data center. Quand ils ont fait des fouilles, ils ont trouvé, évidemment, on est en Italie, il y a plein de choses magnifiques à regarder. Et puis, quelques soucis aussi liés à la disponibilité des composants, comme partout en ce moment. Donc ça, c'est une deuxième machine à 250 pétaflops. Et puis enfin, une troisième machine qui a pris beaucoup plus de retard, mais qui a pu être annoncée là également la semaine dernière, donc c'est très très récent. C'est la machine espagnole, Mare Nostrum 5, avec une puissance, donc maintenant que l'on connaît, qui est de 314 pétaflops. Voilà, donc ça veut dire que les systèmes pré-exascale aujourd'hui sont connus, certains sont déjà en service, d'autres vont entrer en service bientôt, mais c'est quelque chose qui est très très concret. À côté de ces plus gros systèmes, il y a eu un certain nombre de systèmes dits Petascale qui ont été achetés entre EuroHPC et des États membres, en Bulgarie, en Slovénie, en République tchèque, au Luxembourg et au Portugal. Toutes les machines que vous voyez sur ce transparent, à l'exception du système portugais, sont en service. Voilà, le système portugais a des problèmes de site qui devraient être réglés maintenant très très rapidement. Voilà, donc voilà le paysage EuroHPC, je dirais phase 1. Et phase 2, on a commencé, et ça aussi c'était annoncé la semaine dernière, donc on est exactement dans le bon timing pour faire un petit update de ce que vous voyez là. C'est un système allemand qui a été annoncé, le premier supercalculateur exascale a été annoncé à Jülich. Donc maintenant, il y aura des négociations entre Jülich et EuroHPC, et puis un appel d'offres pour un système qui s'appellera Jupiter. Donc ça c'est l'Allemagne, et puis un certain nombre de systèmes dits mid-range, c'est ce qui remplace les pétascales maintenant, avec un supercalculateur annoncé en Irlande, en Pologne, en Hongrie et en Grèce. Donc ça, là également, ce sont des systèmes sur lesquels des appels d'offres vont pouvoir être lancés. Ce sont des systèmes beaucoup plus petits, mais qui sont quand même de taille raisonnable. Alors, j'ai mis sur la gauche ce que Gensi offre aujourd'hui, et Stéphane Requena, juste derrière, pourra probablement revenir dessus, mais on le voit par rapport à ce que j'annonçais sur le transparent d'avant, les systèmes dits Petascale, EuroHPC sont tous plus petits finalement que ce que l'on a déjà, nous, côté français. On le voit également avec Adastra au CINES, qui est un petit LUMI en fait. Donc on n'est pas on n'est pas exactement quand même dans la même taille, dans la même puissance que ce que l'on peut trouver avec les systèmes EuroHPC pré-exascale. Il y a un facteur, on va dire 4 qui existe. L'objectif, évidemment, maintenant, c'est de préparer une candidature française. Si on regarde la carte européenne que vous avez sous les yeux, on le voit, évidemment, tout le monde attend, nous attendons, mais aussi côté européen, je peux vous dire qu'ils nous attendent. Donc, un appel devrait être lancé d'ici la fin de l'année. Un appel, non pas un appel d'offres, mais un appel à héberger un deuxième supercalculateur exascale sur le territoire européen. La France se prépare à être candidate. Avec Gensi, pour un supercalculateur hébergé au DGCC.
Et donc, c'est un projet qui est très important et qui, j'espère, que vous allez pouvoir discuter maintenant avec l'exposé de Stéphane. J'ajoute sur les systèmes infra que non seulement il y a des appels qui ont été donc ouverts pour les candidatures pour la première système Exascale et les appels midrange, qui pour le coup là sont finis, mais il y a un appel en cours qui se finit à la fin du mois pour héberger des systèmes dits quantiques. Alors évidemment, ce ne sont pas des ordinateurs quantiques qui n'arriveront pas avant un certain temps, on le sait, mais c'est intégrer des technologies quantiques dans des centres de calcul. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Et on attend également beaucoup de cet appel côté français. Voilà, moi j'ai fini parce que je pense que ce qui est important maintenant, c'est de rentrer dans le vif du sujet avec l'exposé de Stéphane. Si vous avez des questions, si on est encore dans les temps, je les prends avec plaisir, mais ceci n'est qu'une petite introduction à ce que vous allez vivre maintenant, et j'espère qu'il vous intéressera. Voilà, merci. Merci Laurent. Il y a une question. Comment les pays pré-Exascale se sont préparés côté application? Alors, il faut savoir que quand on est candidat, il faut arriver, et ça va faire l'objet de ce qui va être expliqué, hein, il faut arriver avec un plan et montrer les applications et les domaines cibles que l'on souhaite côté hosting entity, donc côté pays hébergeur, mettre en avant. Donc, c'est très important de montrer qu'on est au meilleur niveau dans notre pays qui souhaite héberger un très gros système. Donc là, ça fait partie du travail qui a été initié côté français, puisque c'est une copie que l'on va devoir rendre. Ensuite, objectivement, hein, je vais être très clair, ce qui est fait pour chaque pays, on le voit, l'UMI est assez côté finlandais. Ils recrutent pas mal de gens sur les applis, c'est sur toutes les plateformes qui vont bien. Ils font de la pub, ils ont du mal à trouver des gens d'ailleurs. Mais des détails sur ce que chaque université, organisme de recherche dans les pays peuvent réellement faire, moi je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Voilà. Ce qui est certain, par contre, ici, je rebondis, Bruno. Ah là 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 là. Désolé. Je rebondis. Sur les applications, on le voit, les centres d'excellence ont été décidés. EuroHPC ne va pas dépenser tout l'argent qui était prévu sur les centres d'excellence. Et côté français, un certain nombre de projets ne seront pas financés. Ce sujet a été discuté en Governing Board la semaine dernière. Et ce qui est clair, c'est que tout le monde est conscient qu'on ne met toujours pas assez d'argent sur les applications. Donc, face à ce demi-succès sur les centres d'excellence, parce que côté français, on n'aura pas tout ce qu'on veut, mais ne pas dépenser l'argent qui était prévu, c'est pas normal. Et donc, on va discuter de façon, je crois, très intensive d'ici à la fin de l'année, peut-être des nouveaux moyens de remettre de l'argent sur les applications via des appels EuroHPC. Ce ne seront pas des appels peut-être centres d'excellence, mais là, on va demander à trouver un plan et faire quelque chose pour que on dépense plus d'argent sur les applications en soutien au développement des applications. Voilà, donc ça, c'est un sujet. Aujourd'hui, on n'en sait pas plus, mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a une prise de conscience pour dire on ne fait pas assez, il faut passer la deuxième. Hein, voilà. Donc, j'espère que ça va marcher et on compte évidemment sur toutes les bonnes idées qui pourront être données ici pour avancer. Merci. Merci Laurent. Donc, Stéphane, tu peux enchaîner? OK. Est-ce que vous voyez mes planches? C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Je vais essayer de tenter le mode plein écran. C'est bon toujours? C'est bon. Parfait.
Bon, bah, écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous, et merci aux organisateurs pour me laisser la parole et vous présenter un petit peu plus en détail les grandes lignes du projet Exascale, notamment l'impact sur les architectures. Donc, je vais aller rapidement sur, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail sur OHPC, mais Laurent en a parlé, on est dans ce cadre-là. Comme Laurent l'a dit, effectivement, donc, deux lignes côté OHPC, à la fois le développement d'une infrastructure pan-européenne de calcul et aussi des aspects autour du quantum. Laurent a indiqué effectivement qu'il y a une première AMI pour héberger une machine Exascale qui a donné lieu au choix de la machine allemande Jülich. Et nous, en fait, on se positionne sur la deuxième AMI qui devrait sortir à la fin de l'année pour le second système EuroHPC Exascale. Donc, cette proposition française, donc, elle est portée par Gensi en tant qu'hosting entity et donc le TGC, le CEA comme hosting site. Donc, les grandes lignes de cet investissement, donc c'est une machine qui coûtera 500 millions d'euros en coût complet, qui appartiendra à EuroHPC, dans lequel la hosting entity amène 50% de la contribution. Et donc, cette contribution, elle passera par un financement public complété par le financement d'autres partenaires nationaux et internationaux. Donc, on est en train de travailler pour mettre en place un consortium pour rassembler les 250 millions d'euros qui viendront matcher la contribution de la GU. Donc, pour faire tout ça, on a mis en place depuis déjà quelques temps un projet qu'on appelle le projet Exascale France, qui rassemble tous les partenaires de Gensi et au-delà, avec 3 items. Un premier qu'on appelle le SP1, qui lui travaille sur tous les aspects juridiques et financiers, et qui aussi travaille sur la création du consortium, la relation avec la GU. Et après 2 sous-projets qui sont intimement liés. Le premier qui travaille sur tous les aspects techniques, incluant le travail sur les infrastructures. Donc, pour héberger une machine qui fera autour de 20 MW, il faut des infrastructures d'accueil électrique, de refroidissement, mais aussi parce qu'on doit proposer à la GU HPC notre candidature, une proposition technique de design de machine, de caractéristiques de machine, sachant qu'après, à la fin, c'est la GU qui fait l'appel d'offres avec nous et qui achète la machine. Et le deuxième sous-projet, qui est tout aussi important et dont vous allez parler beaucoup aujourd'hui, qui est le rassemblement des besoins de toutes les applications qui vont tourner sur ces machines, donc les efforts de portage, les efforts d'optimisation, de réécriture, mais aussi les aspects formation. Et donc, ces 2 sous-projets, SP2, SP3, travaillent intimement dans une démarche. Alors, on n'est pas sur du co-design, mais quand même, l'un influencie l'autre et se nourrit des résultats de l'autre. Donc, à ce stade, donc, la proposition de valeur qu'on offrait pour cette machine Exascale, on va dire française, c'est évidemment une machine qui doit adresser des grands challenges sociétaux. Donc, quelques exemples, l'essence de l'univers, le climat, les nouvelles énergies, les smart cities, et vous allez en parler abondamment pendant cette journée, par le biais de la convergence entre la simulation numérique à grande échelle, le traitement de données massives et l'utilisation de l'IA. Donc, cette machine, elle sera ouverte donc, à toutes les communautés scientifiques et industrielles, et elle supportera aussi des nouveaux modes d'accès, notamment des accès en mode cloud, pas qu'en mode SSH, des nouveaux usages liés à la containerisation, au développement aussi, on le verra après, du lien avec les grands instruments et l'utilisation de l'agent computing pour l'aide à la décision. Ça, c'est par exemple en ligne droite de ce qu'on vient de vivre, par exemple, avec le Covid-19, où il a fallu mettre à disposition de façon urgente des moyens de calcul. Cette machine, elle sera convergée. On le voit déjà sur les machines qu'on a à Gensi, que ce soit Janzé ou Adastra, et qu'on voit un peu globalement un peu partout. Elle aura, comme tous nos systèmes, une architecture équilibrée et modulaire, avec différents types de partitions. On y reviendra après, mais des partitions accélérées, des partitions scalaires, parce qu'évidemment, tous les codes de calcul ne passeront pas sur une architecture accélérée, donc il faudra une partition scalaire suffisante pour pouvoir embarquer les applications en cours de portage ou celles qui ne passeront jamais. Elle sera aussi ordonnancée autour d'une infrastructure de stockage à plusieurs tiers, comme on retrouve déjà dans nos centres de calcul. Et elle intégrera possiblement, Laurent a parlé de quantique, on se posera la question à horizon 2025 d'intégrer possiblement, sur la base des premiers résultats qu'on aura par le biais de l'infrastructure nationale HQI, des possibles accélérateurs de calcul. Il faut rester humble ici, ça sera pour un nombre de workloads assez limité, assez spécifiques. Ce qui est important, c'est que ce système, ça ne sera pas, comme je dis souvent, un système, un éléphant blanc au milieu du désert. Il va être complètement intégré dans un continuum digital. L'idée, c'est de pouvoir aussi servir des nouveaux usages, notamment le traitement de données instrumentales. Donc, les grands instruments scientifiques génèrent des gros volumes de données
Et donc, ces supercalculateurs sont là pour traiter des workflows de bout en bout, sécurisés, et donc d'être capable d'assurer un continuum entre l'edge et le centre de calcul. Et le dernier point qui est aussi important dans la proposition de valeur française, c'est que, comme vous le savez, ça fait longtemps que l'Europe investit dans les technologies, dans le développement logiciel, matériel et dans les applications, évidemment. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir intégrer le maximum de composants européens. Donc, ça sera, on peut parler du processeur européen, comme on peut parler des éléments d'infrastructure, de réseau, mais aussi, évidemment, une pile logicielle et évidemment des applications. Alors, si on voit de façon un peu schématique, donc vous voyez ici donc une machine ouverte à des chercheurs académiques industriels, mais aussi à des grands instruments qui se connecteront soit par le biais de services classiques SSH, soit par le biais d'une infrastructure en mode cloud, avec une partition accélérée. Donc là, l'idée, c'est de chercher des systèmes qu'on peut le voir maintenant, avec des GPU, des CPU assez fortement couplés entre eux, par le biais, par exemple, de CXL. L'utilisation de mémoire HBM rapide, donc des nœuds effectivement assez similaires à ce qu'on va trouver maintenant sur les machines type Lumi ou Adastra, ou sur les machines, les dernières générations de machines, en tout cas les plus récentes. En bleu, une partition scalaire, parce qu'on a besoin de scalaire et parce qu'il faut assurer la continuité pour les applications qui ne passeront pas sur les GPU. Une partition à côté de traitement de post-traitement, de visualisation distante, cette possible partition quantique, et autour de ça, un système de stockage data-centrique qui mixera à la fois du flash sur les premiers niveaux, du système des disques durs rotatifs et évidemment de la bande pour l'archivage. Autour de tout ça, un système de réseau performant qui fédère un peu toutes ces infrastructures, un environnement d'administration et de ressources unifié qui est développé par le CEA qui s'appelle Océan. Et autour de tout cela, évidemment, quelque chose d'important aussi, l'aspect sécurité, puisque au-delà de l'aspect sécurité physique et logique sera aussi quelque chose de très important pour nous sur cette machine. Donc, quelques performances aussi. Donc, cette machine, ça, c'est le requis de ROHPC. Il faudra qu'elle ait une performance soutenue sur le HPL de plus d'un hexaflop quand on fait la somme des différentes partitions. On vise, et vous le verrez après, donc une composition autour de 60% de nœuds accélérés, 40% de nœuds scalaires. Mais évidemment, comme vous le savez, les GPU amènent une performance crête qui sera au-delà de plus de 90% par rapport à l'ensemble de la performance crête de la machine. Donc, ça veut dire qu'effectivement, si on veut tirer parti de cette machine, il faudra, et c'est un des enjeux, je pense, de la journée aussi, il faudra porter les applications sur accélérateur, et donc, évidemment, il faudra des moyens pour aider les communautés à le faire. À ce stade, quelques éléments de dimensionnement du stockage. Donc, on sera au-delà de 100 pétas pour le système de stockage à la fois primaire et secondaire, et à plus de 200 pétas d'archives. Ça, ce sont des chiffres qui évoluent aussi en fonction des retours des applications que vous allez faire, mais aussi des différents partenaires qu'on va accréter. Quelques éléments, donc 500 millions d'euros sur 5 ans, et un élément très important aussi quand même, c'est qu'on va essayer de limiter la consommation de la machine à 20 MW, voire un peu moins. Juste, donc on parle beaucoup d'architecture hybride, donc il faut voir que ce n'est pas nous qui l'inventons, hein, c'est vraiment une tendance générale qu'on retrouve partout, en Europe, aux États-Unis et à moindre mesure aussi en Chine, pas au Japon, comme vous le savez, la machine Fugaku qui fait 0,5 hexaflop crête et scalaire, mais effectivement, pour 0,5 hexaflop, on est à 40 MW, ce qui n'est parfaitement pas soutenable d'un point de vue financier, en tout cas pour nous, au niveau français. Donc, vous avez quelques exemples des machines européennes dont Laurent a déjà pas mal parlé, donc que ce soit la machine Lumi, la machine Leonardo ou Mare Nostrum. Bon, ce qu'on voit, c'est que ces machines, donc, que ce soit Lumi ou Leonardo, dont on a une vision plus détaillée, on voit que ce sont des machines qui ont autour de 4 à 5 000 nœuds, et sur ces 4 à 5 000 nœuds, on voit qu'assez souvent, on a entre 60 et 70% de nœuds hybrides et 40 à 30% de nœuds scalaires. C'est à peu près dans le range de ce qu'on va chercher nous aussi. Sur les machines américaines, donc que ce soit Frontier, hein, qui est le nouveau premier du top 500, on voit qu'on est sur des machines à 10 000 nœuds, dans lequel cette fois-ci, par contre, on est 100% hybride, donc on n'est pas du tout sur ce que nous, on cherche effectivement à avoir, avec une consommation de 21 MW, donc on voit qu'effectivement, l'hybride permet de maîtriser la consommation énergétique. Et en Chine, donc on a 2 exemples. Alors, bon, la Chine, c'est un peu difficile puisqu'on ne publie pas et on n'a pas forcément toutes les informations exact, mais on voit qu'on a 2 machines en fait sur les 3 qui ont été déjà un petit peu dévoilées.
Donc, une machine 100% scalaire, un peu comme la machine japonaise, donc, dans laquelle on va trouver 42 millions de cœurs, une machine mini-cœur, mais qui consomme quand même 35 mégawatts. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu embêtant aussi. Et l'autre machine, qui est une machine de Tiani 3, qui, elle, dispose d'accélérateurs de calcul. Je n'ai pas la performance, je n'ai pas la consommation, mais vous voyez, on est dans des ranges de performance similaires aux machines américaines. Donc, tout ça veut dire qu'effectivement, une nouvelle fois, il faut travailler sur les applications pour le portage pour une hybridation. Et donc, évidemment, il faut travailler sur l'accompagnement des communautés. Et donc, c'est le but du SP3. Donc, j'y reviens. Donc là, je ne vais pas présenter ce transport qui va être, je pense, présenté allègrement dans la journée, avec les différents groupes de travail et les différents piliers applicatifs qui ont été travaillés par le SP3 depuis le début du projet. Nous, ce que je vais insister rapidement pour terminer, c'est vous dire, vous n'êtes pas seul aussi. En plus des efforts qui vont être faits par les organismes, on essaie de déployer des véhicules de co-design pour vous aider dès maintenant à porter vos codes sur des machines de production ou des prototypes qui vont être mis à disposition pendant le temps jusqu'au déploiement de cette machine Exascale. Donc, vous avez évidemment nos centres de calcul avec tout le support des équipes dans les centres. Donc, que ce soit au CEA, au TGCC, où on a la machine Joe Le Curie, qui est une machine mini-cœur, dans lequel on trouve différentes composantes, notamment une partition basée sur des processeurs AMD mini-cœur, mais aussi sur des processeurs ARM, dont on va parler, puisque, je le redis, notre proposition de valeur vise à proposer, dans la mesure du possible, des processeurs basés sur l'architecture ARM. Donc, vous avez déjà sur Joe Le Curie un système disponible pour tester tout ça. Vous avez la machine Jean Z, donc avec plus de 3000 GPU, donc, qui est des GPU NVIDIA, donc à la fois pour du HPC et de l'IA qui est disponible. Et vous allez avoir prochainement, l'installation est en cours au CINES, une machine, donc un mini Lumi, comme a dit Laurent, basée cette fois-ci sur des GPU et des CPU AMD. Donc là aussi, qui vous permettra de tester une autre catégorie de GPU et qui vous permettra aussi de tester un GPU cohérent avec les CPU. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant dans une perspective de nœuds hybrides très fortement intégrés. Rapidement aussi, donc vous avez vu passer, il y a aussi régulièrement les centres de calcul, notamment l'IDRIS, qui organisent des hackathons. Donc là, voilà, n'hésitez pas aussi à venir candidater. Ça vous permet aussi de pouvoir vous frotter aux machines et avoir du support de la part des centres et des fournisseurs. Les contrats de progrès, donc c'est quelque chose aussi qu'on a lancé à l'IDRIS et qu'on continue aussi au CINES. Donc là, l'idée, c'est que de signer, on signe avec le vendeur retenu un partenariat qui associe à la fois le centre de calcul et les porteurs d'applications. Le but, c'est de pouvoir, avant que la machine arrive, porter un ensemble d'applications, de pouvoir aussi recenser le nombre de jours et l'impact, l'effort nécessaire pour porter tous ces codes. Donc à l'IDRIS, on avait 6 applications, vous avez ici la liste. Bon, j'ai fait un petit focus sur Dynamico. Voilà, sur Dynamico, on voit c'est que les chercheurs de l'IPSL ont passé 53 jours, 175 jours par HPE l'IDRIS pour, à la fin, avoir un code qui est porté. Donc, vous avez quelques métriques d'accélération. Ce qu'on cherche, c'est à mesurer l'accélération entre un nœud scalaire, donc avec 2 CPU Intel, et le même nœud avec en plus 4 GPU NVIDIA. Et donc, vous voyez qu'à la fin de ce portage, on avait des gains qui allaient entre un facteur 6 à un facteur 17. Évidemment, le code a encore évolué, il y a encore des choses à faire, mais c'est pour vous montrer effectivement qu'avec du travail, avec de l'accompagnement, on arrive effectivement à avoir des gains assez intéressants sur ces applications. Donc, ces contrats de progrès continuent à aller au CINES maintenant sur la machine Adastra avec le support des équipes du CINES. Donc là, on a 5 applications. L'idée, c'est qu'un contrat qui dure 2 ans. Sur la première année, donc on a 5 applications. Vous avez une liste, donc MesoNH, Gisela, Trust, Magic et MEMS. Et là, l'idée, c'est qu'on va encore un peu plus loin, puisqu'ici, on était en mononœud, et donc à l'IDRIS, on était en mononœud, et au CINES, on va prendre en compte la composante réseau et scalabilité. Et enfin, dans les derniers pilotes disponibles, donc, il y a le projet EPEX. Donc ça, c'est un projet, l'idée, c'est de pouvoir avoir des démonstrateurs avant d'arriver à une machine avec des processeurs EPI, Cyperl. Et donc, ce projet EPEX qui vient de démarrer, il associe beaucoup de partenaires français, notamment, donc le lead est assuré par Atos. Et là, l'idée, c'est de pouvoir tester un premier prototype, à la fois d'infrastructure portée par Atos, OpenSequana, avec du réseau, et aussi une brique de calcul dotée des processeurs Cyperl issus du projet API, avec différents types d'accélérateurs. Et donc, il y a un travail qui va être fait sur les applications, avec aussi la mise en place d'une équipe de support pour vous aider. Et avant que effectivement ce prototype arrive, on va d'ores et déjà déployer des premiers systèmes de test. Donc, une nouvelle fois,
nous allons mettre à disposition donc, la partition Jo Le Curie au TGCC qui dispose de processeurs ARM, donc c'est des processeurs Fujitsu, pour vous aider dès maintenant à pouvoir utiliser ces processeurs ARM qui disposent de vectorisation et de mémoire HBM. Voilà, j'en termine rapidement. Voilà les grandes lignes du projet. Donc, comme l'a dit Laurent, donc, on se prépare tous collectivement à répondre à l'appel de la JU à la fin de l'année. Une fois qu'on sera sélectionné, la JU fera un appel d'offres avec nous pour choisir le fournisseur retenu. Ça va nous amener à horizon 2023-2024 et on cible une installation à partir de la fin de l'année 2024 au TGCC pour une opération pendant 5 ans. Voilà, c'était la fin de ma présentation. Je vous remercie une nouvelle fois et je suis à disposition pour Merci. vos questions. Merci Stéphane. Il y a une question de Florent Hédin. Oui. Concernant l'interface cloud et la containerisation, se dirige-t-on vers une solution type Cloud Stack pour allouer les ressources? Alors, c'est une solution qui est développée par le TGCC, qui s'appelle TGCC Cloud, qui est basée, si je me souviens bien, sur des composants OpenStack, donc qui est en cours de déploiement, qui va utiliser aussi l'infrastructure Phoenix, qui est en train d'être mis en place aussi par les différents centres de calcul. Voilà, donc c'est en cours de déploiement, effectivement, et ça permettra de pouvoir aussi exposer des données de calcul qui sont en zone ZRR vers des zones plus ouvertes pour pouvoir mieux partager les données. Merci. Alain, je te redonne la main. Oui, on enchaîne de suite puisqu'on a un planning chargé avec France qui va nous parler du rapport SP3 avec peut-être d'autres acteurs. Vas-y, France. Alors, juste le temps. On voit, c'est bon. En plein écran. Et donc là, vous devez... c'est bon. Ok, parfait. Donc, effectivement, bonjour à tous. Normalement, Michel Daïdé est connecté aussi. Michel, je t'ai entendu. Donc, je suis là. On va vous faire un point sur le projet Exascale France et donc en particulier le SP3 dont on a parlé. Alors, du coup, on ne va pas revenir dessus, les sous-projets, et juste rappeler que cet appel à manifestation, enfin, le projet Exascale France, dans son dimensionnement, l'objectif premier, c'est de construire la réponse à l'appel à manifestation d'intérêt d'EuroHPC pour la machine Exascale. Donc ça, c'est le périmètre du projet. Maintenant, il y a le travail du SP3 qui a démarré dans le cadre du périmètre de ce projet, mais qui a voulu aller beaucoup plus loin. Alors, dans nos missions, dans le cadre du projet Exascale France, donc identifier les applications qui seront présentes dans l'appel à manifestation d'intérêt EuroHPC, étudier effectivement et représenter ou centraliser, je ne sais pas, les besoins des utilisateurs dans le cadre de l'Exascale. Donc, on rappelle aussi la composante hybridation, mais aussi la diversification des types de simulation, donc HPC, IA, HPDA, le tout ensemble. Il y a aussi la mise en place d'activités de co-design et de benchmarking afin justement de dimensionner au mieux la future machine Exascale en lien avec les applications. Et last but not least, donc accompagner toute la communauté de recherche dans le cadre de la formation, donc continue, initiale. Donc là, vous voyez sur le côté un petit peu comment ça s'articule. Aujourd'hui, donc le constat du SP3, effectivement, c'est que nous, on a été constitués dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt. Alors d'ailleurs, j'ai oublié un slide sur qui est dans le SP3. Donc il y a moi pour le CEA, Michel Daïdé pour le CNRS, Céline Noscos pour France Université et Jean Roman pour l'INRIA. Donc c'est nous quatre le SP3. Sauf que, même si on reste dans le cadre du projet Exascale, l'Exascale en lui-même, il y a plein de difficultés quand même qui arrivent avec. Donc, évidemment, la difficulté technologique, on ne va pas revenir dessus, mais ça fait forcément des architectures accélérées avec tout ce que ça engendre. Mais il y a aussi toute la partie modèle. Donc, EuroHPC pousse, et c'est tant mieux pour nous, à intégrer de nouveaux modèles, donc les modèles IA, les modèles Data Analytics, HPC évidemment, HTC, on a traduit par calcul à haut débit, il y a aussi l'urgent computing. Et en fait, chacun de ces modèles a des spécificités très particulières, donc forcément, c'est problématique. Et encore plus si on les combine ensemble, ce qui est quand même l'idée. Donc nous, notre constat, c'est que quand on arrive à travailler sur la communauté applicative, finalement, le travail à faire dépasse les ambitions de l'Exascale, ça dépasse très largement finalement le périmètre de l'appel à manifestation d'intérêt. Ça va vraiment au-delà. Et donc, on a poussé la réflexion
Le premier constat, c'est évident, mais notre communauté de recherche française, elle est extrêmement riche, à la fois en thématiques scientifiques, à la fois en applications et en besoins au niveau du secteur numérique. Et clairement, aller vers l'Exascale, ce n'est pas un petit travail pour pas mal de communautés. Ça va demander une refonte assez dense de pas mal de secteurs. Il faut être clair, pour l'instant, le projet EuroHPC, en tout cas lié à la machine à Exascale, ne finance que la partie technologique, donc la machine et l'environnement qui va avec, évidemment. Mais concrètement, si on veut que nos applications aillent dessus, il va falloir vraiment se retrousser les manches et très haut, si je puis dire. Donc nous, c'est face à ce constat qu'au niveau du SP3, on a pris le parti d'embarquer le plus large possible la communauté, alors on dit la communauté du numérique, parce qu'on ne voulait pas se limiter au HPC, étant donné que la machine va imposer de nouveaux workflows. Donc c'était l'idée, c'est vraiment de rassembler au plus cette communauté, essayer d'avoir une vue assez claire sur les besoins et les projections de cette communauté. Donc ça, c'est une activité qui, du coup, dépasse en fait le périmètre du projet Exascale France. Hein. C'est au-delà finalement que de l'AMI en lui-même. Mais nous, ça nous a semblé, au niveau du SP3, en tout cas, ça nous a semblé indispensable pour vraiment mener à bien ce projet, parce qu'il n'était pas question d'embarquer qu'un petit pool d'applications uniquement dans le cadre de ce projet. Ça va vraiment au-delà. Donc aujourd'hui, au niveau du SP3, ce qu'on a en cours, on est sur toujours le recensement des applications de la communauté de recherche française. Donc, c'est ce qu'on va présenter essentiellement aujourd'hui, en fait. Le deuxième point, pour ce recensement, donc vous verrez après toute la méthodologie qui a été mise en place et les résultats qui vont avec. Il y a un livrable, je sais qu'on en parle beaucoup de ce livrable, mais il arrive. Il y a un livrable qui est en cours, en fait, qui donne une vue synthétique de tout ce travail qui a été fait. Alors, je tiens juste à rappeler, c'est vrai qu'on parle de livrable depuis le début. Le projet Exascale France n'avait pas de livrable en soi, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'obligation à fournir d'une part un recensement aussi dense et d'autre part le document associé. Ça encore, c'est une volonté du SP3. C'est nous qui avons décidé de mettre en place ce livrable. L'autre point qui est quand même important aussi, donc c'est le lobbying pour la mise en place d'une équipe support haut niveau et de moyens dans les équipes applicatives. C'est clairement, ça va avec. Enfin, avec les dimensionnements qu'on a actuellement, la marche Exascale sera painful, si je puis dire. Il y a aussi une réflexion en cours sur l'animation de la communauté scientifique. En faisant tout ce travail de recensement, on a réussi à lever toute une communauté assez large et on doit avouer que le succès de ce travail était positif et surprenant, mais c'est tant mieux. Donc nous, on a ressenti une attente comme ça sur justement avoir un endroit où on peut exposer la voix des communautés applicatives, qu'elles soient identifiables et qu'on puisse les entendre. Et encore, le lien avec la formation, donc ça peut être académique, industriel. Donc là, on en est toujours effectivement à l'étude des besoins des applications. Celui-ci, alors c'est effectivement sur la partie formation. Donc ce sont des roadmaps envisagés. Elle n'est pas forcément totalement à jour encore, mais donc l'idée, c'est d'avoir le montage d'un consortium pour un groupe de travail de formation, donc réfléchir à cette problématique, quelle formation pousser, comment. Il y a aussi l'idée d'avoir l'estimation des besoins matériels et logiciels de ces futures formations et qu'on fasse des propositions SP2 justement pour être en lien avec la machine, faire vraiment le lien machine-utilisateur. L'autre point, donc en octobre 2022, on espère avoir un premier rapport de recommandation pour le contenu des formations, donc là qui sera interne au projet. Ça, c'est une validation interne au projet pour qu'on puisse pousser et que les instances décisionnaires se saisissent de la question. Et donc ensuite, l'année prochaine, une définition des besoins matériels et des logiciels liés aux formations et un rapport final de recommandation. Alors, j'arrive donc au fameux livrable qui recense les applications, qui est un espèce d'état des lieux des applications françaises de l'Exascale, en tout cas de celles que nous avons pu identifier. Donc, le titre du livrable, effectivement, c'est le projet Exascale France, les applications françaises face à l'Exascale.
Alors, ce livrable, je tiens à le dire, il existe. Et vous voyez ici la page de couverture, il est toujours en cours de mise en forme graphiste, ça prend plus de temps, beaucoup plus de temps que prévu. Donc le SP3, en fait, nous, on a organisé la remontée de la communauté française des besoins des applications, et on a organisé la rédaction d'un livrable qui va recenser toutes ces applications et leurs besoins. L'objectif de ce livrable, il est d'apporter une vision, on espère, la plus claire possible et la plus synthétique sur l'état actuel de la communauté de recherche française, donc l'état actuel des applications que nous avons pu attraper dans le cadre de ce travail, toutes leurs perspectives et leurs projections pour l'Exascale, qu'est-ce qu'elles souhaitent achieve dans le cadre de l'Exascale, donc ça peut être de la scalabilité, ça peut être de nouveaux modèles à implémenter. Et on espère mettre en lumière le coût induit en fait par l'évolution de ces codes. J'ai mon état, j'ai ma projection, combien ça me coûte pour aller à ma projection? Est-ce que ça me coûte un certain nombre de CDD, un certain nombre de CDI? Est-ce que c'est du coût matériel, formation, autre? Donc ça, c'est le travail qu'on a essayé de faire. Les destinataires de ce livrable sont les dirigeants des organismes du consortium Exascale France actuel, donc le CEA, CNRS, France Université, INRIA et le MESTRI. L'objectif principal, il est d'identifier les axes scientifiques qu'on va mettre en priorité pour l'Exascale, donc forcément les applications associées. Alors on parle toujours d'applications prioritaires, mais à partir du moment où il faut des moyens pour que ces applications puissent aller à l'Exascale, quelque part, on n'est plus dans une décision d'application, là, on est dans une décision de quels axes scientifiques on va porter. Une application toute seule, ça n'a pas de sens. C'est un écosystème. Donc, c'est des équipes de recherche internationales, la plupart du temps, de toute façon, puisqu'on est en sciences ouvertes. Et donc, c'est forcément un axe scientifique stratégique qu'on pousse. Donc, c'était pour ça que ce livrable, il est à destination des dirigeants des organismes. Évidemment, notre objectif ambitieux, c'est de débloquer les moyens nécessaires pour ces applications. On espère vraiment pouvoir débloquer cela parce que, là, encore une fois, la marche Exascale, elle est très grande à franchir. Donc, je reprends les objectifs du livrable, effectivement informer les associés sur l'état des lieux des applications, la projection et les besoins que ça va nécessiter. C'est aussi une façon de recueillir l'avis des associés sur le recensement réalisé, est-ce qu'on a bien travaillé dans le cadre du projet. Et on espère être soutenu financièrement, évidemment, mais aussi administrativement. Je veux dire, à partir du moment où vous débloquez des fonds et de l'argent, il faut forcément un soutien de la direction. Donc, c'est l'idée de ce travail. Et on espère avoir ce soutien pour pouvoir démarrer ensuite les travaux sur les applications en amont, ou en parallèle de tout le travail lié à l'appel à manifestation d'intérêt. Alors, la façon dont on s'est constitué pour faire ce recensement. Donc, on a créé 6 piliers scientifiques qu'on appelle GT après pour groupe de travail. Alors, c'est 6 piliers très larges, mais on n'a pas été chercher bien loin. On ne pouvait pas faire 58 piliers non plus. Donc, les piliers ont une couverture très, très large, certes. Et ça s'inspire aussi des initiatives qui ont été faites, par exemple, au Japon ou aux États-Unis. Donc, chaque GT, pour organiser ce travail, parce que vous le verrez après, il y avait du monde, et c'est tant mieux, mais c'est du coup forcément beaucoup de travail. Chaque GT était animé par un binôme de chercheurs, et le nombre de participants par GT n'était pas limité. C'était vraiment notre souhait, c'est-à-dire que l'idée, ce n'était pas de prendre un espace restreint pour redistribuer l'information, c'était vraiment d'essayer de mobiliser toute la communauté, en tout cas là, le plus large qu'on a pu dans le laps de temps qu'on s'est attribué. Ensuite, la collaboration donc, entre les GT, on a créé un espace de travail partagé pour tous les GT avec la plateforme Confluence. Et là, je remercie très fortement Jency qui nous a beaucoup soutenus là-dedans. Et donc, il y avait aussi des espaces de travail pour chaque GT. Donc, chacun pouvait accéder, modifier tous ces espaces. Et c'est ce qui a permis notamment le travail communautaire, je pense. Donc, dans nos 6 GT, vous allez les retrouver après. Donc, on a Sciences de l'univers animé par Sylvie Joussomme et Marie-Élise Foujols. On a Sciences de la vie avec Alexandra Carbone et Marc Baden. Énergie avec Anne Sarcalo et Denis Vénante. Sciences et usages du numérique avec Bruno Raffin. Et pardon, il y a une faute de frappe, je viens de le voir. Et Raymond Namiste.
Industrie du futur et transition numérique avec François Baudin et Barthélemy Roy. Et enfin, recherche fondamentale, Thierry Deutsch et David Lofreda. Alors, rapidement, quelques infos générales sur le recensement. C'est des chiffres qui vont permettre de donner une petite vue synthétique rapide de l'ampleur du travail. Donc, par GT, vous voyez la répartition des participants, enfin le nombre de participants par GT, donc E pour énergie, IFTN pour industrie du futur et transition numérique, recherche fondamentale, SDU pour sciences de l'univers, SDV pour sciences du vivant, et SUN pour sciences et usages du numérique. Alors, au total, si j'extrais le nombre de personnes qui étaient sur la plateforme Confluence, on a environ 200 personnes. Il faut rajouter une trentaine parce qu'il y avait d'autres personnes qui ont contribué très largement, mais qui n'avaient pas accès à la plateforme pour tout un tas de raisons. Et donc, une personne, on n'a pas limité le nombre de GT par personne, c'est-à-dire que si un chercheur souhaitait être dans SDU et dans SUN, c'était tout à fait son choix. Et donc, c'est pour ça que vous voyez cette répartition. Également, un des objectifs qu'on a tenté, en tout cas, d'avoir dans le cadre de ce travail, c'était d'intégrer les personnes de la communauté SUN avec les communautés applicatives. Donc, les personnes de SUN se répartissent également dans les GT énergie, industrie du futur, sciences de l'univers et sciences du vivant, de même que recherche fondamentale. En fait, recherche fondamentale et SUN, alors recherche fondamentale sauf petites exceptions thématiques, mais globalement, ce sont des piliers transverses, en fait. Ce sont des GT transverses. Donc, on a essayé de pousser un petit peu cette mixité. Un graphique également pour donner une petite vue du GT. Donc, le graphique de parité, on a à peu près 12% de femmes et 88% d'hommes. Donc, je vais le dire rapidement. Puisqu'on fait un travail de fond et qu'on le démarre, autant faire les choses bien et essayer de pousser la parité dès le départ. Donc, on a tenté, voilà, dans les binômes de groupes de travail et dans le cadre du SP3, d'avoir la parité avec la complexité que ça amène. Ensuite, vous voyez le nombre de participants par organisme. Alors, donc là, j'avais pu séparer à peu près facilement INRIA, GENSI, France Université, CNRS et CEA. Dans autres, ça peut être... alors, il y avait des entités privées, il y avait d'autres organismes. Dans autres, on va retrouver, en fait, il y a des gens de Pasteur, il y a des gens du CERFAX. Alors, je n'aurai pas tout le monde en tête. Je dois y avoir de l'ONERA aussi, mais voilà, quelques entités qui nous ont beaucoup aidés. Le nombre de codes recensés pour chaque groupe de travail. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a mené ce recensement et de manière à le mener à bien, c'est que pour chaque code qui était remonté par les équipes, on leur a demandé de nous faire une fiche un peu plus détaillée dans l'espace Confluence, de manière à ce qu'on puisse avoir accès à des données gros grains dans le cadre du livrable, puisque quand on s'adresse aux dirigeants des organismes, on ne va pas descendre dans le détail, ce n'est pas le but. Cependant, on a besoin d'informations assez fines pour alimenter le sous-projet 2 qui lui est en charge de designer la machine. C'était ça aussi, on a essayé de mener les deux de front avec plus ou moins de succès. Donc, on a en tout, je crois que de mémoire, on a à peu près 80 fiches, je crois, ou 70, je ne sais plus. On doit soit 80 cités et 70 fiches, ou 80 fiches et 90 cités. C'est quelque chose comme ça. Parce qu'il y a des codes qui ont été cités également, mais pour lesquels nous n'avons pas de fiches. C'est principalement le cadre, oui, donc c'est ça, recensé, donc c'est les codes cités, ce ne sont pas les fiches. Dans le cadre de Industrie du futur et transition numérique, on a pas mal de codes cités par les industriels en particulier. Donc, il y avait EDF, il y avait Safran ou Dassault, Renault, enfin voilà, donc pas mal de codes cités. Mais là, on n'a pas de fiche de code, d'abord parce qu'on n'a pas ouvert l'espace Confluence à la partie privée, et deuxièmement, parce que pour tout un tas de raisons, les industriels ne pouvaient pas donner ce grain fin d'informations. Ce n'est pas forcément de la science ouverte. Ensuite, on a travaillé, alors c'est gros grain, hein, mais le statut des codes recensés dans les groupes de travail. Donc, l'idée, c'était de savoir si on avait des codes, enfin des applications qui étaient liées à des grands instruments de recherche, donc quelque chose vraiment lié données. Si on parle de code en production ou si on parle de code en développement ou en redéveloppement. Donc là, ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est qu'on a assez bien réussi à identifier les codes en production, alors majoritairement des codes HPC. Et ensuite, on a identifié quand même des codes aussi en redéveloppement. Donc, en général, il y a un code en production et puis un code en redéveloppement en fait, qui suit et qui sera un peu la version exascale de ce code.
Ce qu'on peut quand même conclure sur ce travail, c'est que bien qu'il soit dense, large et on espère le plus embarquant possible, il y a quand même des limites. La première limite qu'on a vue, c'est que toute la partie application intelligence artificielle et data analytics, on est très loin d'avoir identifié tout ce qui existe. Donc, on sait qu'il y a des communautés qu'on n'a pas, là, dans ce travail, qu'on n'a pas réussi à mobiliser, à identifier, à embarquer. Mais on y viendra en conclusion, c'est pas une fatalité. Hein, ce document est un point de démarrage, ça n'est pas une finalité du tout en soi. Et notamment la partie grand instrument aussi, où il va falloir qu'on aille un peu plus près de cette communauté, puisque dans le cadre des machines Exascale, EuroHPC en tout cas, il y a une volonté d'exploiter toutes ces données. Donc il faut absolument qu'on se rapproche de ces communautés. C'est difficile de les identifier, puisque ce ne sont pas entre guillemets, des communautés aussi bien structurées que la communauté HPC qu'on connaît bien finalement, qui est assez visible. Donc il y a quand même tout un travail là d'animation, si je puis dire, en tout cas, à faire pour aller les trouver. Et pour leur donner une voix dans le cadre du projet Exascale. Ensuite, il y avait un slide, un graphique sur la communauté des codes recensés. Donc, l'idée, c'était de savoir à peu près, à gros grains, quelle est la communauté de l'application. Est-ce que l'application, elle est développée / utilisée au niveau de l'équipe, de l'organisme? Est-ce qu'elle est nationale, européenne ou internationale? Donc là, c'est à peu près le statut des codes. Alors, il faut savoir aussi que les chiffres, sur ce graphique communauté des codes recensés ou statut des codes, on ne va pas retrouver les 80 ou 70, je ne sais plus, applications au total qu'on a identifiées, tout simplement parce que parfois dans les fiches, l'information n'y était pas. Donc, s'il manque des infos, ce n'est pas que ça n'existe pas, c'est juste qu'elle n'a pas été renseignée. Le contenu du livrable, concrètement, dans les GT, énergie, recherche fondamentale, sciences du univers et sciences du vivant, il y a une description assez courte des domaines scientifiques qui ont été parcourus dans les GT et un descriptif court des codes concernés. Ensuite, pour donner une vue synthétique des codes, on est parti sur les graphiques de la communauté. Donc, est-ce que la communauté du code, elle est équipe nationale, internationale, etc. La portabilité, alors ça, c'est un statut actuel d'ailleurs, la communauté actuelle. La portabilité actuelle du code, est-ce que la portabilité, elle est effective sur ARM et ou sur GPU? Alors, portabilité, c'est exécution. On ne demande pas forcément la distinction optimisation et exécution, parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi pouvoir représenter les données. Alors, ARM et GPU, donc GPU, c'est évident, architecture accélérée, et ARM, c'est lié au fait qu'il y a en cours le EPI, European Process Initiative, normalement à base de ARM. Donc, l'idée, si tout se passe bien, ce serait que la machine Exascale soit composée de technologies européennes. Donc, c'est pour ça qu'il y a un focal particulier sur ARM. Ensuite, pour représenter un petit peu les projections Exascale, donc on demande la scalabilité du code aujourd'hui et à horizon 2025. Dans les fiches, on a demandé aussi les projections de modèles, c'est-à-dire est-ce qu'on veut attaquer un nouveau modèle AI, un nouveau modèle Data Analytics. Alors ça, je dois avouer que c'était pas très bien rempli malheureusement. Donc là, dans le document, c'est pas forcément hyper visible. Mais en annexe, on a aussi des tableaux qui permettent de montrer un petit peu la répartition des codes, c'est-à-dire est-ce que mon code a été identifié par l'équipe comme un code purement HPC ou est-ce qu'il est aussi HPC, AI, Data Analytics. Donc, on a tenté comme ça des vues synthétiques pour remonter l'information. Ce n'est pas toujours évident et bien sûr qu'on peut faire mieux, mais ça, c'est la conclusion. On fait attention à l'heure. Pardon, oui, d'accord. Et on a aussi demandé donc, les besoins RH, quelles ressources humaines il va falloir mettre pour atteindre les objectifs Exascale des applications. Je vais speeder un peu. Donc, pour IFTN, Industrie future et transition numérique, c'était un peu différent, puisqu'on était plutôt sur l'industriel. Donc, méthodologie un peu différente, donc une vision de l'écosystème qui existe actuellement. Et un petit peu un tour d'horizon sur les besoins spécifiques à partir du moment où on adresse les workflows complexes. Donc ça, en fait, IFTN a beaucoup bossé dessus et c'était vraiment très bien. Et c'est vrai qu'une grande partie de ce qu'on trouve dans IFTN, finalement, c'est des conclusions transverses qu'on retrouve dans les autres GT, à partir du moment où on attaque d'autres workflows autres que du HPC monolithique.
Et pour le GT Sciences et usages du numérique, ce GT nous a donné un excellent recensement, état de l'art des outils qui existent dans Sciences et usages du numérique. Voilà, également donc pour chacun des GT, pour voir un petit peu à quel point on a été exhaustif et à quel point on a bien balayé la communauté, parité et répartition des participants par organisme. Donc ça permet de savoir un petit peu qui a contribué et dans quelle mesure. Les conclusions du livrable. Donc, on a des conclusions transverses, donc besoin de traitement de données observationnelles, les souplesses d'utilisation versus la sécurité. Il y a aussi les questions de cybersécurité à partir du moment où on a les workflows complexes, que les données sont là-bas, la puissance de calcul est là-bas. On espère une vue synthétique, enfin, la plus synthétique possible sur les données qu'on a récupérées dans le cadre de ce travail, donc scalabilité, besoins RH, l'état des codes actuellement. Et on ouvre également sur la continuité du travail. Je le rappelle, ce livrable n'est qu'un point de départ. Encore une fois, en aucun cas, ça n'est une fin en soi. C'est vraiment un point de départ. Donc, on ouvre sur la suite. Là, on a démarré quelque chose et maintenant, comment on va continuer? C'est un travail vivant. Ce n'est pas un travail monolithique. Je vais passer à la rigueur, on distribuera les slides. Au niveau de la communauté de recherche française, pour vous montrer quand même que, entre guillemets, on a tous bien bossé pour ce livrable. Je le rappelle, au total, moi j'ai comptabilisé à peu près 230 personnes qui ont contribué au total à ce travail. Donc là, vous avez les remerciements, la liste des noms qui ont été intégrés à ce travail. On tient en fait à les faire apparaître explicitement parce que c'est vraiment un travail communautaire. Le SP3 n'aurait jamais pu le faire sans toutes ces personnes. Un grand merci aux animateurs qui ont été très, très, très supportifs et qui vraiment nous ont aidés beaucoup dans ce travail. Et je vois ta question, Marie-Alice, et normalement oui, mais je vais double-check. Les prochaines étapes du SP3. Alors, c'est un calendrier prévisionnel avec toutes les incertitudes que ça comprend. Vous voyez bien que le premier point de démarrage, c'est qu'une fois qu'on a envoyé le livrable, évidemment, la suite du travail va dépendre de l'attention qui sera portée à ce livrable. C'est-à-dire que si l'attention est forte, on aura beaucoup de travail à faire. Si l'attention est faible, on n'aura pas beaucoup de travail à faire, en tout cas le SP3. Donc, c'est de continuer. Il y a un travail au niveau semestre 2 2022. Alors, il y a deux échelles. Il faut bien voir que pour les applications, il y a vraiment deux échelles, deux choses parallèles. Il y a les applications qui doivent figurer dans l'appel à manifestation d'intérêt, où là, il y a une contrainte de temps qui est là, puisque l'appel doit sortir en fin d'année. Un enjeu qui, pour nous, est moins fort dans le sens où dans l'AMI, l'idée, c'est de montrer ce qu'on sait faire, mais ce n'est pas engageant, on n'est pas pieds et poings liés derrière sur les applications qui sont citées. Et il n'y a pas un enjeu énorme sur ces applications dans l'AMI, c'est juste pour représenter ce qu'on sait faire. Pour nous, le SP3, l'enjeu principal, il est dans l'identification des applications prioritaires pour les organismes. Et ça, c'est vraiment le but du livrable. On l'espère, je ne sais pas du tout si on y arrivera, je n'ai pas d'indice pour le dire, mais on espère vraiment, vraiment pouvoir alerter sur les moyens qu'il faut mettre. Je veux dire, l'Exascale, on ne pourra pas emmener nos applications aussi loin qu'il le faut si on n'a pas le déblocage des besoins humains qui vont avec. On va être bien clair. Donc après, pour les besoins humains dans le livrable, c'était recensé, il y avait des CDI, il y avait des CDD, des CDI mutualisés également, des CDD mutualisés également. Donc ça, c'est le point d'orgue. Et à partir du moment où on défend ça, vous comprenez qu'il faut argumenter, il faut vraiment travailler pour pouvoir convaincre toutes les instances décisionnaires que c'est ce vers quoi il faut aller et que sans ça, on n'y arrivera pas. Je refais juste un petit bouclage sur la souveraineté. On a parlé de souveraineté technologique, c'est vrai. Si on n'emmène pas notre souveraineté applicative, on ne sera pas gagnant. Si on fait des technologies européennes, c'est très bien, mais si nous, Européens, on n'est pas capable, et Français, on n'est pas capable de soutenir nos applications dans ce cadre-là, on risque de perdre la souveraineté des applications, et donc à partir de là, on se retrouve un peu au point de départ. Par souveraineté, je n'entends pas des choses 100% françaises ou 100% européennes. Par souveraineté, j'entends le fait que nous soyons capables d'avoir de la décision et de l'influence. Nous sommes dans de la recherche ouverte, donc nous sommes forcément internationaux.
Pour semestre 1 2023, si du coup nous avons cet engouement sur nos applications et on espère voilà, le soutien que ça demande, il va falloir qu'on travaille assez activement sur la partie co-design et benchmarking. Alors, c'est assez large et aujourd'hui, ces activités ne sont pas encore définies. Avant même de les définir, il va falloir mettre en place une méthodologie, un accompagnement comme on a fait dans le cadre du SP3. Enfin, dans le cadre de ce livrable, c'est assez important à partir du moment où on va emmener la communauté. Toute la partie, disons, logistique, d'encadrement, de comment est-ce qu'on va mener à bien ce travail, elle est indispensable. France, il faut conclure. Oui, eh ben, j'ai fini. Sur l'animation scientifique, donc on va continuer cette animation scientifique dans le cadre de Aristote, des associations Aristote et ORAP, donc toute la partie confluence, là notamment, qu'il va falloir exporter. Ben, c'est ce que je dis. Donc, toute la partie confluence, je vais l'exporter vers une autre application qui s'appelle Osmose, qui est supportée par le gouvernement français. Donc, ça sera fait dans le cadre de l'association Aristote. Et on reviendra vers vous pour voilà, continuer cette animation, récupérer vos besoins et continuer tout ça. J'ai fini, pardon pour le retard. Et donc, Merci. il reste une question de Marie-Alice. En fait, c'est un peu l'œuf et la poule, Marie-Alice, si je puis dire. Alors, la question, c'est s'il n'y a pas de soutien à la hauteur des applications, ce n'est pas la peine de répondre à l'appel Exascale. Moi, j'avoue que j'ai une vision, enfin, je pense que le SP3, on a une vision différente, c'est que on fait tous le constat de dire qu'on n'a pas assez de moyens, qu'on n'a pas assez de financement, qu'on n'a pas assez ci, qu'on n'a pas assez ça. Mais juste dire qu'on n'a pas assez et qu'il nous faut plus, bah, c'est pas suffisant. Il faut qu'on soit capable d'argumenter. Donc, c'était vraiment notre pensée, en fait. C'était faut qu'on soit capable d'argumenter pourquoi il manque et combien il manque. Et pour ça, on est obligé quand même de passer par une étape. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a en magasin et qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, moi, je trouve que c'est l'œuf et la poule. Je pense que le projet Exascale est quand même une très bonne opportunité pour nous, dans le sens où ça nous permet un petit peu de se structurer, d'être visible. Et puis surtout, ça offre quand même des ouvertures sur des workflows qui jusqu'ici ne sont pas forcément accessibles, en tout cas à l'échelle de ce qu'on voudrait. Donc, je vois ça comme aujourd'hui, c'est encore une opportunité. Si on a le soutien, ce sera une excellente opportunité. Si on ne l'a pas, je ne sais pas. Merci. Tu pourras redire un mot en conclusion si tu veux. Ouais. À la fin. On va attaquer de suite les rapports maintenant des groupes de travail que tu as présentés. Donc, le premier, c'est énergie avec Denis Vénante. Bonjour à tous, donc je vais essayer de partager mon écran. Ah. Est-ce que vous voyez l'écran? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. C'est bon, merci. Bon, donc je vais reprendre donc la suite sur le projet énergie. On va retrouver beaucoup de choses et je remercie France et Michel des planches qu'ils avaient préparées pour la synthèse que j'ai honteusement récupéré. Donc, j'ai animé le groupe énergie avec Ansar Kalou, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous aujourd'hui parce qu'il est pris par une formation qu'il donne au CEA. Mais nous avons itéré pour préparer cette présentation. Alors, pour les statistiques qu'a montré France tout à l'heure, concernant le GT Énergie, il y avait 51 participants avec des disciplines qui sont très variées, qui vont de la physique, la méthode numérique, le génie logiciel, le calcul intensif. Vous avez ici la répartition par organisme et également on est dans la proportion d'hommes et de femmes qui ont été donnés globalement à un peu de choses près, donc 14% de femmes et 86% d'hommes. La première étape, ça a été l'identification des domaines applicatifs. Alors, ce qu'on a identifié en deux catégories, les cœurs de métier, alors qui sont la production d'énergie, les problématiques de stockage, de récupération d'énergie, puis un focus un peu particulier sur la combustion, qu'on aurait peut-être pu mettre dans production d'énergie, mais qui est un gros utilisateur traditionnel des ressources de calcul intensif. Évidemment, il y a des liens avec les groupes thématiques transverses, notamment recherche fondamentale, et sciences et usages du numérique, et même avec d'autres, parce que quelquefois, c'est un peu artificiel de dire qu'un code sert à l'énergie, il peut avoir d'autres applications dans d'autres groupes de travail. Après, on est allé beaucoup plus dans les détails de ces différentes thématiques. Donc, production d'énergie, on
retrouve solaire, éolien, énergie marine, biomasse, pile à combustible, la fission nucléaire. Le stockage avec les batteries, stockage physico-chimique, réservoir, hydrogène, combustion, tout ce qui est lié au rendement, la diminution de la pollution, les nouveaux combustibles, hydrogène, le piégeage du CO2 et tous les aspects également récupération de chaleur. Alors, au niveau recherche fondamentale, l'énergie, c'est un problème d'ingénierie, donc finalement, c'est un problème système. Et évidemment, ça implique des tas de choses, des nouveaux matériaux. Donc, évidemment, on va retrouver les codes liés aux matériaux, pas spécifiquement pour l'énergie, mais pour toutes les applications. Bon, les nouveaux combustibles avec la chimie, les nouveaux concepts, et côté du nucléaire, la fusion. Et évidemment, sciences et usages du numérique sont importantes, notamment avec tout ce qui concerne le traitement des données, l'intelligence artificielle, les plateformes de stockage et d'exploitation de données. Ces calculs-là génèrent des bases de données très importantes et toutes les chaînes de traitement et d'analyse à mettre en partie. Alors, à plus, il y a les aspects réseau, smart grid pour la distribution d'énergie, par exemple, l'optimisation des réseaux d'électricité. Au niveau, on parlait d'impact écologique et aussi de la gestion de l'énergie dans les data centers qui étaient mentionnés ici. Alors, on a répertorié un certain nombre de codes, là il y en avait 22 présentés, qu'on a classés un peu artificiellement en différents domaines. Donc, il y a des matériaux recherche fondamentale. Donc là, on retrouve des codes de dynamique moléculaire dont l'application n'est évidemment pas limitée aux applications énergie, du transport atomique dans les matériaux solides. Un code assez original sur les interactions lumière-matière, qui est développé par l'INRIA, et qu'on va retrouver dans d'autres thématiques, parce que la lumière-matière, ça joue avec l'énergie, notamment au niveau du photovoltaïque, mais bien évidemment, ça intervient par exemple dans l'usinage laser ou des choses comme ça, des aspects industriels. Bon, le nucléaire, évidemment, avec ses deux volets, fission et fusion, la mécanique des fluides, donc dans le cas de l'énergie réactive, et la thermo-hydraulique pour tous les circuits des centrales nucléaires. Et comme science et usage du numérique, il y a tous les couplages pour coupler des codes en résolvant différentes parties du problème. Et puis tous les aspects, propagation d'incertitudes, optimisation, etc. Alors voilà les graphiques extraites par France et Michel des codes, donc c'est les mêmes que ceux que vous avez vus tout à l'heure, mais limités au domaine de l'énergie. Donc on voit les communautés avec un fort présence au niveau international et au niveau européen. Bon, le seul code qui est limité à une équipe, c'est le code Diogène de l'INRIA, dont je parlais tout à l'heure, mais ça c'est normal, c'est un code qui est en cours de développement et qui est évidemment pas encore diffusé. La portabilité actuelle est indiquée ici, bon, elle reste relativement limitée, et les statuts des codes sont essentiellement des codes de production, avec quelques codes de développement ou en cours de redéveloppement. La scalabilité des codes recensés à ce jour, parce qu'on voit majoritairement, c'est des codes qui tournent sur CPU, il y a encore très peu de choses implantées sur GPU aujourd'hui. Bon, ça, c'est l'histoire, puisque c'est des codes, certains codes ont des durées de vie qui sont très longues, même s'ils ont évolué, n'ont pas forcément été fondamentalement changés dans leur structure. Et ça, c'est également un souci sur le passage à l'hexascale, la capacité de porter ces codes sur des architectures massivement accélérées. Alors, on voit qu'il y a plus d'espoir si on regarde le diagramme de droite avec une perspective à l'horizon 2025. Il y a des travaux sur la plupart de ces codes pour les porter sur GPU, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Sur les besoins RH, en prenant avec des pincettes tous ces chiffres, parce que ce n'est pas forcément facile d'estimer les besoins RH dont on a besoin. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a des échelles très différentes entre le graphe de droite et le graphe de gauche. On n'est pas sûr que les porteurs des codes chiffrent exactement les mêmes choses dans ces différents domaines, entre la communauté existante et la communauté vraiment existante utilisatrice et la communauté des gens qui développent. Alors, pour mémoire, ils sont comptés positifs quand on parle de personnel permanent et ils sont comptés négatifs quand on parle de personnel CDD. Donc, c'est une façon de représenter les choses. Mais ce qu'on constate, c'est que les besoins RH sont loin d'être négligeables, comme on va le voir par la suite sur cette planche.
Donc, vous avez l'existant à gauche d'estimation en équivalent temps plein CDI et CDD. Et vous avez qu'est-ce qui serait besoin de rajouter pour ça, et on constate qu'il faudrait augmenter les effectifs d'environ 30% sur l'ordre de grandeur, en passer à l'augmenter de 50 à 60 les effectifs, donc c'est quand même des chiffres non négligeables. Les principales conclusions qu'on a tirées de cette étude, c'est qu'on a des codes de maturité très diverses. Il y a des codes très anciens qui sont habitués, les grands calculateurs, mais c'est aussi ceux qui sont surtout portés et optimisés sur CPU et pour lesquels le passage à GPU n'est pas forcément évident et constitue un challenge non négligeable. Il y a les codes plus récents en cours de développement, comme celui que j'ai mentionné, l'INRIA, l'interaction lumière-matière, où là, l'exercice de projection est beaucoup plus difficile. Ce ne sont pas des codes qui sont encore vraiment en production. Donc, comme je le disais, les codes sont principalement orientés, calcul intensif, qui est la communauté historique du calcul intensif en énergie. Et il y a encore relativement peu de choses autour de l'intelligence artificielle, le machine learning, etc. aujourd'hui, mais il n'y a aucun doute que ça va se développer pour le traitement des données massives issues du calcul et également pour éventuellement remplacer des modèles dans certaines circonstances. Bon, il y a beaucoup de librairies utilisées qui sont développées en externe, que ce soit sur les maillages, l'optimisation, des choses comme ça. Et aujourd'hui, peu de codes sont portés sur GPU, architecture fortement vectorisée type KML ou ARM. Bon, ça, c'est la communauté historique sur l'utilisation des CPU, avec des codes qui sont de conception relativement ancienne. Et ça pose la question, et au passage, la pertinence du portage. Faut-il investir dans le portage de ces codes? Faut-il partir sur des solutions nouvelles et complètement repenser l'architecture? Ça, c'est une question ouverte. Et la réponse conditionne aussi les moyens qu'il faudra y. Évidemment, comme je l'ai dit, et comme je pense que tout le monde va le dire, il y a des gros besoins de ressources humaines pour arriver à faire ce genre de choses. Alors la suite, c'est ce qu'a dit France, identifier quelques codes et les positionner par rapport à la future machine, au futur appel d'offres. Alors ça, ce n'est pas du ressort de l'UGT, c'est des décisions de politique scientifique des organismes. Il faut probablement envisager de rationaliser les approches autour de quelques outils, alors Cocos ou autres. Alors ça pose la question d'influencer les orientations, la maintenance de ces outils, leur pérennité, leur portabilité sur toutes les architectures. Donc, il y a quand même des soucis, un souci très important. À mon âge, je ne compte plus le nombre de langages qui allaient tout révolutionner et qui ont disparu. Et plus généralement, il y a un gros besoin de disposer de middleware qui sont nécessaires aux applications métiers pour permettre cette portabilité, pour permettre l'optimisation des codes et ce portage. Alors, ce portage qui ne peut pas être lié à une machine donnée, il faut qu'il soit aussi pérenne que possible, hein, parce que la durée de vie des codes, certains des codes qui ont été listés là, ils ont plus de 30 ans d'existence, et même s'ils ont évolué, leur architecture n'a pas forcément fondamentalement bougé. Et il est hors de question de réécrire complètement ces codes-là chaque fois qu'on change de machine. Bon, les ressources humaines sont indispensables. Donc, comme je l'ai dit, les chiffres qui nous remontent, c'est des ordres de grandeur. Je ne suis pas sûr qu'ils soient exacts. Et ça reste quand même assez difficile à évaluer. Et là, il y a un gros challenge donc, sur le portage, notamment des applications les plus anciennes, sur leur adaptabilité à des architectures massivement axées. Et pour terminer, je tiens à remercier tous les participants du GT qui ont l'implication de leur dynamique. Je pense que le travail est allé très au-delà de la commande initiale, et ça, c'est la volonté des participants qui l'a permis. Et il y a toute une dynamique qu'il importe de maintenir, comme France l'a souligné. Et puis, je tiens à remercier aussi France et Michel, sans qui tout ça n'aurait certainement pas été possible et n'aurait certainement pas abouti à autant de résultats. Et je vous remercie de votre attention. Denis, il y a une question de Philippe Segers. Est-ce que vous intégrez dans votre périmètre d'étude l'usage des futurs accélérateurs quantiques? Pour le moment, non.
Et ce n'est pas des choses qui sont remontées de nos communautés. Le sentiment général est plutôt que ça ne semble pas adapté, ou en tout cas, on n'a pas l'impression que c'est adapté vraiment à ces problématiques-là. Donc, ça n'a pas été fait. On n'a pas vu remonter de sujet de cette question-là. Et déjà, le sujet, c'est de savoir si on est capable de les porter sur ce pays. Alors, tu vois. Merci. Je te redonne la main, Alain. Merci. Oui, merci. Donc, le second exposé du groupe de travail, c'est Sciences de l'univers de Sylvie Joussom et Anne-Marie Foujol. Alors, oups, est-ce que mon son… Oui, bonjour à tous. Est-ce que… C'est pas en pleine écoute. Voilà, c'est bon? Voilà, c'est bon, c'est bon. Alors, attends, parce qu'il faut que j'enlève le truc, sinon ça gêne. Voilà. Bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter le groupe de travail Sciences de l'univers qui a été qu'on a copiloté avec Marie-Alice Foujols. Alors, c'est un domaine… attendez, on faudrait déjà que ça marche. Voilà, c'est un domaine qui est large, en fait. C'est un domaine où on a eu 38 fiches, 38 codes documentés, même un petit peu au-delà, certains regroupant d'autres codes. Et on traite de 4 grands domaines, la physique des hautes énergies, physique nucléaire. Donc là, on est autour des constituants fondamentaux de la matière et de leurs interactions, des grands instruments, des lasers intenses. Le domaine astrophysique et cosmologie, avec l'univers, son évolution, ses structures, les grands instruments également, enfin quelques grands instruments. Sciences de la Terre, autour de cette fois-ci, on va regarder la partie Terre solide et les planètes, mais dans leur composante Terre solide, avec les questions de fonctionnement, d'évolution et de risque. Et puis la partie climat-environnement, on est aussi sur la Terre, mais cette fois-ci, les composantes de surface, atmosphère, océan, surface continentale et glace. Également sur le fonctionnement, l'évolution et les risques. On a dans les 38 fiches une centaine de participants. On est sur 31 fiches qui sont sur les codes de simulation numérique, mais 7 qui traitent de codes de traitement de données, d'expérience et d'observation. J'essaierai, ce code de couleur, là, quand c'est présenté en rouge foncé, c'est en fait pour mettre en avant les parties aussi traitement de données, d'expérience et d'observation. Alors, je vais pas, cette planche-là, je ne vais pas la détailler, vous n'avez pas à lire tous les codes, hein, c'est plutôt pour vous montrer les différents domaines. Donc, c'est 4 grands domaines. J'utiliserai toujours le même code de couleur pour les domaines, hein, parce que sinon, on se finit par s'y perdre. Avec un certain nombre de thèmes, que ce soit autour des expériences de physique des particules, de la QCD, des plasmas. En astrophysique, on retrouve en fait des parties communes entre physique des hautes énergies, physique nucléaire et l'astrophysique autour des plasmas et les plasmas spatiaux, les lasers intenses. On peut avoir des codes qui sont utilisés par les 2 communautés. Pour l'astrophysique, des aspects autour des structures de l'univers, de l'analyse d'observation, de la magnéto-hydrodynamique. Et puis, vous voyez qu'il y a quelques codes qui vont être partagés même entre physique des particules, pour faire court, astrophysique et sciences de la Terre, avec par exemple MAGIC, qui d'ailleurs a été mentionné tout à l'heure dans le contrat de progrès. Et puis, sur la droite, si on redescend, sciences de la Terre, donc avec des parties spécifiques sur tout ce qui est sismique, la magnéto-hydrodynamique dans le noyau, et puis la partie surface de la Terre, enfin atmosphère, océan, continent, où là vous avez les aspects climat, les aspects plus régionaux ou des codes sur le traitement de données et de l'inversion. Alors, j'ai pas uniquement utilisé, j'ai utilisé un petit peu les schémas de synthèse, mais j'ai essayé de me baser plus sur les fiches. Alors, il est évidemment clair que je ne suis absolument pas compétente sur l'ensemble de ces domaines, mais j'ai essayé de tirer quelques informations de l'ensemble des fiches. Sur les constituants fondamentaux de la matière et de leurs interactions, on a les aspects de la QCD à gauche, la chromodynamique quantique. Donc là, on est sur la structure des hadrons, l'interaction forte, les interactions quark-gluon, où en fait, il y a des enjeux sur l'exascale d'accroître la précision des densités de distribution, d'aller vers du 3D. C'est un domaine où là, il y avait 4 codes qui étaient mentionnés, en fait 2 qui ont été documentés, ChromaWM et OpenQCD. C'est un domaine qui déjà actuellement est très consommateur de tous les moyens de calcul disponibles au niveau de GENSI.
Et de Prace, c'est un domaine très utilisateur. On est dans une communauté qui a beaucoup de développements internationaux, un transfert important de données. Alors, c'est une communauté qui n'a pas mentionné des besoins de RH. Eux, leur besoin, il est plus spécifique. Ils ont un besoin de connecter les calculateurs au niveau international, c'est-à-dire que leurs collaborateurs qui développent des codes à l'international puissent avoir accès aux machines françaises et qu'on puisse plus facilement jongler entre les différentes machines. Ça tourne déjà sur de nombreuses architectures, à peu près la moitié des codes, la moitié du code porté sur GPU. De l'autre côté, on a aussi des aspects noyaux atomiques, structure interaction des noyaux. Là encore, augmenter la précision, la taille du problème, ça, c'est ce qu'on va retrouver de façon très générale dans beaucoup de domaines. Et là, on a des codes fusion AVNS, on est sur des codes de calcul ab initio, des problèmes à N-core, là encore des collaborations internationales, avec un enjeu de portage sur du GPU, puisque par exemple, le code fusion n'est qu'à 20% sur GPU. Dans cette partie-là, physique des hautes énergies et physique nucléaire, alors on a une partie qui jusque-là n'est pas consommatrice, n'est pas utilisatrice des moyens GENSI, puisqu'en fait, ils ont leurs moyens centre de calcul IN2P3. C'est toute la partie physique des particules, expérimentale, traitement des données, des expériences LHC. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, ils ont un besoin qui s'accroît et ils vont avoir besoin d'utiliser de l'Exascale dans la phase haute lumière du Large Hadron Collider pour pouvoir faire des reconstructions en temps réel avec des transferts importants, des données qui sont générées par typiquement tels qu'apparaissent ici les détecteurs du LHC avec des traitements qui se font beaucoup au niveau interconnectés au niveau international. Alors, celui qui a été documenté, c'est le LHCb. Donc, une des 4 grandes expériences du CERN dans le cadre du LHC, avec un code qui s'appelle Moore, mais en fait, ça pourrait servir aussi à d'autres expériences. Et en fait, ce qu'ils voient, c'est qu'à terme, on va atteindre 2027, c'est de l'ordre de l'hexaoctet de données par an, et avec un besoin de transférer vers du calcul 1 ou 2 terabits par seconde. Donc, on est vraiment sur de l'extrême, sur le flot de données, sur l'analyse de grandes quantités de données, sur ce côté temps réel. Pour le moment, c'est plutôt du CPU, mais à terme, il y aura besoin de pouvoir exploiter du calcul GPU. Alors, autour de la physique expérimentale, on a aussi du calcul sur les aspects détecteurs, optimisation des détecteurs, avec le code Ouroboros BEM. C'est une plus petite communauté. Dans la physique des particules, c'est vraiment la partie LHC qui est de plus grande ampleur. Mais là, on a aussi des aspects... le code est déjà porté sur multi-GPU CUDA, mais on peut avoir aussi des besoins d'adaptation des codes. Sur la physique des plasmas, que ce soit plasma et laser intense, là, on est sur des méthodes qui s'appellent Particle in Cell, les méthodes PIC, qui vont donc traiter les différents milieux par une approche de type particule. Ça sert à la fois en physique des hautes énergies, physique nucléaire, et aussi en astrophysique et cosmologie, avec physique des plasmas, interaction laser-matière, la génération de lasers, les accélérateurs laser-plasma, avec des enjeux exascale, de complexité croissante, de grand nombre de particules, raffinement de maillage, couplage, 3D, réalisme. Au niveau que l'on retrouve aussi au niveau de l'astrophysique avec des plasmas spatiaux, représentation des questions autour des trous noirs, des étoiles à neutrons, du vent solaire, de la magnétosphère. Alors, certains codes sont communs dans les deux domaines, comme Smiley, qui est un code relativement récent. Et puis, on a aussi d'autres codes comme Warpix sur la préparation des lasers intenses, qui s'appuient sur les deux codes Smiley et Warpix s'appuient sur une librairie Pixar. Et on a aussi en astrophysique d'autres codes comme Zeltron, MPKMR-VAR, FAR, qui est un nouveau code, où en astrophysique, on a besoin non seulement d'avoir des méthodes PIC, mais on a besoin de les coupler avec de la magnéto-hydrodynamique, des méthodes de raffinement de maillage ou de la relativité. La situation des codes, on est sur des codes surtout pour le moment au départ plutôt CPU, mais par exemple Warpix est déjà sur GPU, Smiley sur GPU NVIDIA. Sur les autres codes, on a des enjeux de portage GPU et avec l'idée d'aller vers du couplage CPU-GPU. Un code phare est basé sur du C++. Donc, pour vous donner un peu des
des idées sur les codes. En astrophysique, cosmologie, là, donc l'univers, son évolution, ses structures, méthodes de magnéto-hydrodynamique. Là, on est la partie de gauche, structure de l'univers, cosmologie, milieu interstellaire, formation des galaxies et des étoiles, comme représenté dans la figure du haut. On est sur de la multiphysique, de la multi-échelle et un enjeu sur la taille des problèmes à prendre en compte, plus grandes échelles temporelles et spatiales. Le code actuellement très utilisé par la communauté et avec une grande communauté derrière, c'est le code Ramsès, qui lui est un code en CPU, mais est en cours de développement, une version qui s'appelle Diablo, Diablo Genea pour la partie Ramsès, Diablo Wilson pour une application au Soleil, qui, lui, est basé sur du COCO, c'est-à-dire en fait, donc réécrit en C++ avec l'idée de pouvoir séparer, les Anglais disent Separation of Concern, en français on dit architecture agnostique, donc de pouvoir séparer la partie modèle de la partie plus code qui, lui, va être dépendant des architectures. Donc, le choix qui est fait, et en fait, le groupe, là, SP3, a joué un rôle finalement important parce que ça a obligé les communautés à dire, bon, alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on pousse? Est-ce qu'on pousse que c'est Ramsès qui devra être porté ou est-ce que c'est Diablo? Est-ce qu'on mise sur Diablo? La communauté tend à aller vers le fait de s'appuyer sur Diablo, évidemment, en important un certain nombre de paramétrisations physiques qui sont développées dans Ramsès. L'autre communauté qui a également, qui est pas mal utilisatrice aussi du calcul, c'est la communauté autour de Pluto et Idéfix. Alors, le code actuel, c'est Pluto et Idéfix, c'est un code en développement. Ils ont la même approche de développer, de s'appuyer sur un code en cours de développement basé sur du COCO GPU. Donc, on voit qu'en astrophysique, il y a vraiment un choix d'aller très fortement vers cette séparation, cette architecture agnostique et de s'appuyer sur du COCOS. Donc, c'est un choix important et avec beaucoup de réécriture et beaucoup d'implications et de besoin, évidemment, de RH. Alors, dans le domaine de l'astrophysique, on a deux codes qui documentent des aspects plus analyse de données d'observation, que ce soit le fond diffus cosmologique qu'on voit en haut, là c'est les expériences Planck, ou même à terme en bas, les grands instruments comme SKA, qui va se développer, qui est en cours de préparation, qui va être générateur d'un très grand nombre de données. Donc on a sur le fond de diffus cosmologique, le code MapRiser, qui permet d'analyser, qui pour le moment est un code CPU, où il y a des enjeux de développer tout ce qui est entrée-sortie en parallèle. Et de l'autre côté, une approche plus analyse de type statistique, analyse de données, s'appuyant aussi sur de l'apprentissage supervisé, où le gros enjeu pour l'Exascale, c'est de traiter les données SKA avec envisager du 700 pétaoctets par an pour ce code WST-WPH. Ce code tourne déjà en GPU NVIDIA, mais pour le moment, c'est encore relativement peu exploité sur ce genre de machine, mais donc là, il y a tout un enjeu de passer sur les machines Exascale. Donc on voit que dans le domaine SDU, on a plusieurs cas d'applications qui, pour le moment, ne tournent pas nécessairement ou peu sur les machines Gen-C, mais qui pourraient être très consommateurs de machines Exascale. Alors, quelques autres codes sont communs à plusieurs domaines, comme par exemple Magic, qui va être commun aux 3 domaines, que ce soit pour faire des étoiles à neutrons ou des milieux, l'intérieur des étoiles ou des planètes ou du géomagnétisme, ou que ce soit, et puis aussi des codes qui permettent de faire des transformés en harmonique sphérique, une bibliothèque SHT-NS. Et puis, dans le même domaine de la magnéto-hydrodynamique, on a pour la Terre interne un code Excel Parody pour la représentation du noyau. Donc, on voit que ces codes sont surtout en CPU, qu'il y a du passage GPU à faire, Magic, mais il est dans le contrat de progrès avec Ad Astra, le CINES. SHT-NS, il y a une bonne partie qui est déjà passée sur GPU NVIDIA et X-Shells, une partie, mais on voit qu'il y a un effort qui a déjà démarré, mais il y a encore d'autres efforts à poursuivre avec des enjeux d'avoir des gammes de paramètres plus réalistes, d'augmenter la résolution des codes, d'atteindre des régimes plus réalistes. En sciences de la Terre, la sismique,
Là, il y a un ensemble de codes autour des risques sismiques, de la propagation des ondes, de la réponse des structures, de l'imagerie des milieux aussi, avec des enjeux d'augmenter la précision, d'aller vers de la plus haute résolution, de pouvoir aussi utiliser ces codes pour faire des alertes précoces, l'imagerie haute résolution, de quantifier les incertitudes. Et là, on a une famille de codes, SpecFEM 3D, basés souvent sur l'approche SpecFEM, hein, donc SpecFEM 3D pour de l'inversion, EFISPEC UC, SEM 3D, SpecFEM 3D pour l'environnement, hein, qui permet aussi de faire le traitement des ondes acoustiques. Et là, le fait qu'il y ait eu la démarche du groupe SP3, en fait, activé la communauté à se dire que c'était le bon moment de se mettre ensemble autour de la préparation d'un cœur commun, SEM for Exascale. Et donc, la communauté a décidé de travailler ensemble et que ces 4 codes puissent travailler sur un noyau commun. Bon, il y a 2 autres codes, c'est XMICAI qui est une nouvelle approche basée sur de l'AI ou PASMO. SpecFEM, c'est un code qui est français, mais très largement utilisé aussi à l'international. Je crois qu'il est aussi développé à Princeton. C'est un code, donc c'est du code qui est surtout, enfin il y a une grosse partie CPU, mais SpecFEM 3D, lui, est déjà 100% GPU avec du NVIDIA. Et donc, cette transition sur les machines accélérées donc ils vont développer une nouvelle bibliothèque commune, SEM for Exascale, avec des enjeux aussi de traitement massif de données. Et alors, un point particulier à ce domaine, c'est tout le domaine de la urgent computing, donc quand il y a un séisme qui arrive, comme par exemple, là, on a une image d'EFISPEC sur une simulation de séisme, le besoin de, en temps réel, faire des simulations pour voir où vont être les répliques et donc faciliter tout le travail d'alerte et évidemment de sécurité civile. Au niveau du domaine climat-environnement, un domaine autour de ce qui est climat global, où on va retrouver donc le code de l'Institut Pierre-Simon Laplace, avec plusieurs composantes, les aspects coupleurs, entrée-sortie, atmosphère, océan et surface continentale. Des enjeux sur l'Exascale, d'affiner la résolution, de mieux traiter les incertitudes des grands ensembles, de mieux représenter la complexité du système, les couplages. Alors un enjeu qui est par contre plus difficile à réaliser, qui est de pouvoir accélérer les codes pour pouvoir des simulations longues pour des temps paléoclimatiques. Là, on est sur des codes qui sont communautaires. Il y a une collaboration avec Météo France, donc même si Météo France n'a pas fait une fiche, il y a des points qui se retrouvent en commun, comme Nemo ou le coupleur ou les entrées-sorties. On est sur une large communauté de développement et qui contribue à des expériences internationales qui sont, donc là j'ai mis des résultats, c'est typiquement les cartes de réchauffement du climat ou les projections climatiques, ce sont les résultats qui après servent au rapport, aux rapports internationaux. C'est des codes qui sont essentiellement CPU. En GPU, il y a uniquement le cœur dynamique. Tout à l'heure, Stéphane Requena a mentionné Dynamico. Donc, il y a un gros travail d'adaptation des codes. Ça démarre et là encore, le fait qu'il y ait eu cette participation à ce rapport SP3, je pense, aide à activer les communautés et à les mettre vraiment à pied d'œuvre. Alors, ce code, par exemple, ce code d'atmosphère sert aussi aux atmosphères planétaires et il y a aussi une partie qui sert pour faire des inversions dans l'atmosphère. Alors, on a aussi des codes qui sont à une échelle plus régionale, que ce soit MESO-NH pour l'atmosphère, CROCO pour l'océan, Elmerai, ce sont des calottes de glace. Ce sont là encore des codes communautaires avec des communautés de développement. Dans le cas d'Elmerai, c'est avec la Finlande. Et on a des enjeux de couplage, que ce soit entre ces différentes composantes, d'augmenter la résolution, la complexité des simulations d'ensemble. On retrouve des mots-clés voisins. Pour GPU, MESO-NH, ça a déjà une partie, c'est intéressant de voir que dans ce cas-là, une partie a été portée sur GPU, que 5% du code, mais en fait, c'est, j'ai mis 50%, oui, 50% du temps, et que le code CROCO, qui est plus récent sur l'océan, a déjà 75% qui est passé en NVIDIA. Mais là encore, il y a encore des efforts importants à poursuivre.
Un autre domaine qui émerge sur les observations avec une infrastructure qui s'appelle Dataterra, où il y a des besoins d'informations géographiques. I4Geo est documenté, ou de HydroWeb, nouvelle génération pour l'hydrologie, on voit que de plus en plus, il y aura besoin de traitement massif des données, de ces données qui sont multisources, que ce soit satellite, in situ, de la simulation, et il va falloir pouvoir aussi utiliser plus largement ces moyens HPC, même si pour le moment, ce n'est pas encore trop le cas. Alors, le diagramme, comme celui qu'a présenté aussi Denis, sur la situation sur les GPU, donc en rose, les CPU en vert, on voit qu'actuellement, quelques codes ou quelques parties de code ont du GPU. Ils utilisent déjà, un bon nombre utilisent déjà au moins 1000 processeurs en vert clair, voire plus en vert foncé. Dans 5 ans, la situation va évidemment, enfin, ce qui est envisagé, c'est de pouvoir avoir des codes utilisant plus largement du GPU et du CPU. Des besoins RH, alors ça ressort systématiquement. Alors moi, j'utilisais plutôt cette version de diagramme parce qu'en fait, les ETP sont des ETP qui prennent en compte, c'est le nombre d'ETP incluant les CDI et les CDD. Donc, c'est les domaines où il y a du personnel. Il y a déjà des forces en présence qui soutiennent ces codes. Mais on voit que dans tous les cas et dans les 4 domaines, il y a des enjeux de CDI, de besoins aussi un peu en CDI mutualisé. Souvent, les équipes ont du mal à bien voir comment elles vont pouvoir bien valoriser l'utilisation de CDI mutualisés. Et puis, des besoins de CDD. Alors, insiste en particulier dans la partie environnement que quand on parle de CDD, il s'agit de CDD longs, pas juste très courts, qu'en fait, on est sur des temps longs de développement et qu'il n'est pas possible de juste fonctionner avec un CDD très court et avec des difficultés souvent de recrutement. Pour conclure, donc on est dans un domaine qui est large, les utilisateurs de calcul de performance. L'Exascale, on voit qu'il y a un fort potentiel pour ces applications, qu'on a beaucoup de codes qui sont, et ces codes c'est essentiellement CPU, mais souvent très partiels sur GPU, qu'il y a un gros enjeu pour passer aux machines accélérées, avec des stratégies différentes, que ce soit du portage à de la réécriture, et dans tous les cas, un enjeu de RH, avec attention des difficultés de recrutement et qu'on ne peut pas s'appuyer que sur CDD. On voit apparaître dans ce domaine des nouveaux usages. Il y a plusieurs applications de traitement massif de données, d'expérience ou d'observation. Les données sont un enjeu pour de nombreuses applications. Également des logiciels où souvent il y a des contraintes internationales qui font qu'il faut pouvoir réimplanter régulièrement ou modifier le code. Un besoin d'urgent computing dans la sismique et un enjeu d'empreinte mentionné dans ce domaine, mais pour tout le monde, en fait, un enjeu d'empreinte environnementale qui est à intégrer dans la stratégie du projet Exascale, un enjeu poussé beaucoup aussi par Marie-Alice, qui l'a déjà mentionné tout à l'heure, et donc je rappelle ici. Voilà, je vous remercie. Merci Sylvie. Il y a quelques questions dans le pad. De Philippe Segers, quelle est la répartition de genre de votre groupe de travail? La répartition de genre. Ah, de genre, j'ai pas. On doit être on est peut-être un petit peu mieux, il y a un peu plus de femmes grâce à l'environnement. J'avoue que j'ai pas. Il faudrait que je regarde. Je regarderai sur le schéma et je remettrai. Michel, peut-être tu sais ça. Ouais, moi je dirais 18%, mais les chiffres sont dans le livrable globalement et par GT. Donc, effectivement, je confirme, Sciences de l'univers, c'est pas le plus mauvais de ce point de vue-là. C'est-à-dire que normalement, avec l'environnement, on aide à faire remonter un peu, je crois. Puis la ça en tête à tous les coups. Une dernière question, les réponses sont dans le pad. Quid des liaisons HPC, grand instrument, SK, télescopes spatiaux, etc., au-delà des codes et en particulier l'optimisation des workflows? Ça, c'est une des grandes préoccupations qui a émergé des GT, et pas d'ailleurs que du GT Sciences de l'univers. Une des grandes préoccupations, et c'est une préoccupation, François, tu es bien placé pour le savoir, qu'on envisage dans un contexte qui est complémentaire, qui est un PEPR exploratoire qui s'appelle numérique pour l'Exascale. Alain, Michel a très bien répondu à ma place, c'est parfait. Ouais. Comme le temps tourne.
Alain, Il y avait une question sur la portabilité des codes tournant sur GPU. Oui, France Vous êtes a répondu voilà. directement dans le pad. On va faire la pause maintenant, on va la réduire à 5 minutes, hein, parce qu'on a pris du retard et 13 heures, c'était déjà limite. Donc, on fait une pause de 5 minutes, comme ça j'arrête l'enregistrement et puis on repart dans 5 minutes pour la suite des groupes de travail. Donc, on se retrouve à 11h20, 21. Ouais, on peut dire 20, ouais, 25. 25, d'accord. Merci.